Il est minuit passé, les rues sont complètement désertes. Il y a vraiment pas un chat dehors à cette heure-là. Ouais, c'est ça. Sur un parking vide, t'as juste la lumière des lampadaires qui grésillent un peu. Et là, il y a un jeune homme qui sort de son pick-up. Et il faut bien s'imaginer, qu'il pèse environ 135 kilos à ce moment de sa vie. Exactement 135 kilos. Et son quotidien, c'est de bosser pour une boîte qui s'appelle Ecolab. Un boulot plutôt ingrat, on va pas se mentir. Ah, c'est clair. Toute la nuit, dans le silence des chaînes de fast-food fermées, il pulvérise du poison contre les cafards, il pose des pièges à rats. Avec cette odeur de produits chimiques qui doit se mélanger à la vieille friture froide. C'est exactement l'ambiance, ouais. Et cette nuit interminable, elle s'achève toujours, mais alors toujours, de la même manière. La fameuse routine du matin. Voilà. À 7 heures du matin, passage au drive d'un Steak and Shake pour s'enfiler un milkshake au chocolat format XXL. Rien que ça. Et c'est pas fini, vu qu'il enchaîne direct avec un arrêt stratégique pour s'acheter une boîte entière de mini donuts. Au chocolat eux aussi. La boucle sans fin, quoi. C'est sa réalité. Chaque jour. Et c'est là-dessus qu'on démarre cette exploration aujourd'hui. Et tu vois, c'est une scène qui prend vraiment aux tripes quand on s'y arrête 2 secondes. Pourquoi tu dis ça, Sam? Parce qu'elle illustre un état psychologique hyper précis. C'est l'anesthésie par le confort mortifère. Le terme est fort, confort mortifère. Mais c'est ça en fait. Le cerveau humain, face à un traumatisme, un échec répété ou juste un vide absolu, il a cette capacité effrayante à construire des murs capitonnés. Donc la malbouffe, la routine nocturne où il voit personne, c'est pas juste de la flemme. Ah non, pas du tout. Tout ça, ça agit comme un vrai narcotique. Et l'enjeu de notre discussion, aujourd'hui, le cœur de cette plongée dans ce parcours hors norme, c'est vraiment de décortiquer le déclic. La bascule, ouais. C'est ça. Comment on passe de ce gouffre absolu, de cette mentalité de victime où on est totalement englué dans le déni, à la réalisation de ce qui s'apparente à une tâche impossible. Parce que sortir de ce parking vide, ça demande une architecture mentale qui a dû être forgée de toutes pièces. C'est pas venu tout seul. Ah ben non, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, le point de bascule, il vient pas d'un de ces éclairs de génie super romantiques. Ni d'une citation inspirante sur les réseaux sociaux. Grave. Ça se produit d'une façon presque banale. Un matin, par hasard, après une énième nuit à chasser les cafards, la télé est allumée. Et qu'est-ce qui passe à la télé? Un documentaire sur la sélection des Navy Seals, plus précisément sur le fameux stage BUDS. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, BUDS, c'est la formation initiale. C'est mondialement réputé pour être l'une des sélections militaires les plus impitoyables au monde. Ouais, un truc conçu exprès pour briser physiquement et mentalement 80 ou 90% des candidats. Exactement. Et dans ce reportage, t'as le commandant de l'unité qui regarde la caméra droit dans les yeux. Et il sort cette phrase. Ouais, il déclare que ce programme recherche des hommes qui, et c'est ses mots, abhorrent la médiocrité. Des gars qui refusent d'être définis par des normes conventionnelles. Et là, ces quelques mots, ça vient percuter un esprit qui était jusque-là totalement engourdi. C'est dingue, parce qu'il faut vraiment analyser pourquoi ce mot précis, la médiocrité, ça agit comme un détonateur chez lui à cet instant T. Parce que d'habitude, la médiocrité, c'est pas vraiment puni dans notre société. Ah, mais bien au contraire. C'est souvent la norme qui est tacitement récompensée, ou en tout cas hyper acceptée. On valorise le fait de se fondre dans la masse. De faire juste assez pour pas faire de vagues, ouais. Est-ce que provoque ce documentaire, et on en a déjà parlé dans nos précédentes analyses de ce parcours, c'est pas une soudaine vague de motivation? Ah oui, la motivation, on a vu que c'était une vaste blague. Complètement. C'est un concept neurologiquement fragile. Ça dépend juste d'un pic de dopamine temporaire. Un truc qui s'évapore à la première difficulté. Voilà. Non, ce qui s'opère ici, devant la télé, c'est l'activation de ce qu'il appelle le miroir des responsabilités. Le fameux accountability mirror. C'est ça. C'est un processus cognitif beaucoup plus profond. Au lieu de laisser son cerveau rejeter la faute sur son enfance, sur le système ou sur la fatigue de la nuit, il se place face à ce miroir imaginaire. Et il se dit quoi, Sam? Il force son esprit à accepter une vérité pure. Ces 135 kilos, ce milkshake posé sur la table, l'odeur du poison à cafard sur son uniforme, tout ça, c'est le résultat exclusif de ses propres choix. Ouais, c'est phare en théorie. Mais attends, je veux quand même faire l'avocat du diable 2 secondes. Je t'écoute. S'asseoir devant sa télé, regarder un reportage sur des forces spéciales, en buvant un milkshake et ressentir un petit frisson d'inspiration, on l'a tous fait. C'est clair. C'est le syndrome typique de la bonne résolution du Nouvel An. On se voit déjà gravir l'Everest alors qu'on est en tongs sur le canapé. Ouais, mais en général, la chute hormonale est brutale le lendemain quand il faut lasser ses baskets dans le froid. Exactement. Du coup, comment cette épiphanie télévisuelle, elle fait pour survivre au réveil du lendemain? La clé, elle réside dans la matérialisation immédiate de cette prise de conscience. C'est-à-dire?
L'inspiration, elle doit impérativement s'écraser contre le mur de la réalité pour se transformer en conviction. Si elle reste juste dans la tête, elle meurt. Et cette collision avec le réel, dans son cas, c'est le coup de fil au bureau de recrutement. Voilà. La rencontre avec le recruteur de la Navy, le fameux Chaljo. Et là, il n'y a plus aucune place pour la rêverie. Ah, la scène dans le bureau est glaciale. D'une froideur clinique. Le recruteur le fait monter sur la balance, il se tourne vers son tableau blanc et il écrit les chiffres au marqueur. 135 kilos. Et le verdict tombe. Sans la moindre empathie. Pour avoir le droit, ne serait-ce que le droit de tenter d'intégrer le programme, il faut perdre environ 50 kilos. En moins de 3 mois. Ouais, médicalement et physiologiquement, c'est considéré comme irréalisable. C'est pour ça qu'on parle de tâche impossible. Face à un truc pareil, le cerveau reptilien, il envoie un signal d'abandon immédiat. Sauf que là, la tâche impossible, elle est écrite au tableau. Il n'y a plus le choix. Et à partir de là, on entre dans un processus de transformation corporelle qui frôle la folie. C'est littéralement de l'autopunition à ce stade. Des heures de vélo d'appartement jusqu'à créer des mares de sueur sur le sol. Des sessions de course à pied avec ce surpoids massif qui lui détruit les articulations. Et tout ça couplé à une restriction calorique drastique. Ouais, mais il y a un détail spécifique dans sa routine qui m'a vraiment marqué. C'est la gestion de la barre de traction. Ah, l'anecdote des tractions, elle est incroyable. C'est d'une sévérité absolue. Le protocole qui s'impose, c'est que s'il fait une série de tractions et qu'une seule répétition est mal faite, Ou si son menton passe pas parfaitement la barre parce qu'il est épuisé. voilà, la punition tombe. Et c'est pas juste de recommencer la série. Non, la pénalité auto-infligée, c'est d'ajouter 250 tractions supplémentaires à son programme. Non mais attends, 250 pour une seule mauvaise répétition? 250. C'est un chiffre qui défie l'entendement quand on sait à quel point c'est dur de faire une vraie traction stricte. Mais pourquoi un truc aussi extrême? Il y a une vraie logique algorithmique derrière cette folie apparente. Ce mécanisme d'auto-punition, c'est une reprogrammation neurologique pure et dure. Comment ça? Habituellement, notre cerveau y calcule en permanence le ratio entre l'effort et la douleur. Dès que la douleur musculaire atteint un certain seuil, le système nerveux central envoie des signaux de détresse pour forcer l'arrêt. C'est l'instinct de survie basique. C'est ça. Mais en s'imposant une pénalité de 250 tractions pour une seule faiblesse, il crée un nouveau câblage mental. Il choisit la douleur physique atroce plutôt que la douleur mentale. Exactement. Il choisit délibérément de souffrir le martyre sur le moment pour éviter une angoisse infiniment plus vaste, l'angoisse de rater l'opportunité de sa vie. Donc l'esprit finit par associer l'abandon, même le plus minime, à une lure bien supérieure à celle de l'effort. C'est une confrontation directe avec sa propre mortalité en fait. Il pousse sa physiologie jusqu'à accepter l'idée de faire un arrêt cardiaque sous la barre, plutôt que de renoncer. L'algorithme interne est complètement réécrit. La douleur, c'est plus une alarme, ça devient la monnaie d'échange obligatoire pour avancer. Tu sais à quoi ça me fait penser? Hein? Cette intransigeance totale À quoi? aux vieux jeux vidéo rétro des années 80 ou 90. Ah oui, le truc bien punitif. Mais grave. Aujourd'hui, on a l'habitude des points de sauvegarde automatiques. Tu fais une erreur, hop, tu réapparais juste avant l'obstacle. C'est hyper représentatif de notre rapport moderne à l'échec d'ailleurs. On cherche toujours à minimiser les conséquences. Exactement. Mais dans ces vieux jeux, t'avais aucun filet de sécurité. Tu passais des heures à transpirer sur ta manette, t'arrivais face au boss final, et si tu calculais mal un seul saut, l'écran noir. Game over. La cartouche s'effaçait et tu devais tout recommencer au niveau 1. Et cette absence totale de sauvegarde, ça te force à un niveau de concentration et de responsabilisation absolue. L'accountability poussée à l'extrême. Voilà. Et c'est exactement le traitement qu'il inflige à son corps de 135 kilos. Chaque petite faiblesse, ça annule la partie. C'est une super analogie. Dans la réalité matérielle, il n'y a pas de point de sauvegarde. Et si on traduit ça en implications concrètes pour ceux qui nous écoutent, et ça résonne vraiment avec le défi proposé dans cette étape de son parcours, Oui, on rappelle qu'il ne demande pas à notre audience de perdre 50 kilos en 3 mois. surtout pas. L'implication, elle est beaucoup plus subtile. L'idée, c'est l'obligation viscérale de chercher l'inconfort au quotidien, d'accomplir des micro-tâches qui créent de la friction mentale, Genre, faire son lit avec une précision maniaque. ou repasser minutieusement ses vêtements, ou s'obliger à aller courir à 5 heures du mat quand il fait moins de dehors. Juste pour s'endurcir, en fait. C'est ça? Le confort permanent, ça atrophie l'esprit. Face à un environnement trop prévisible, notre seuil de tolérance au stress s'effondre. Donc l'inconfort volontaire, c'est comme faire de la guitare. Au début, ça fait mal aux doigts, et puis ça crée de la corne. C'est exactement le concept des callosités sur l'esprit. Une couche protectrice qui t'empêche de paniquer quand la vraie adversité, celle que t'as pas choisie, te frappe dessus. Et avoir cet esprit cailleux, ça devient une question de survie pour la suite. Ah bah, une fois la montagne de la perte de poids franchie, il faut encore survivre au stage. Ouais, une fois l'entrée au buts validée, on arrive au moment le plus fou du parcours. La semaine d'enfer, la Hell Week.
Il faut vraiment se représenter la scène pour en saisir toute la démence. C'est un chaos sensoriel permanent. T'as des instructeurs qui font exploser des grenades assourdissantes à toute heure. Avec ce fameux instructeur Pete le psycho qui passe sa vie à hurler à 2 centimètres du visage des gars, avec les veines du cou prêtes à exploser. L'eau du Pacifique est glaciale. Les mecs font des débuts d'hypothermie. Et le pire, la privation de sommeil. Plus de 5 jours complets sans fermer l'œil. C'est inhumain. Et c'est dans ce décor de fin du monde que se détache l'équipage numéro 2, le Boat Crew 2, 6 hommes totalement épuisés, qui portent sur leur tête ce fameux canot pneumatique rempli d'eau et de sable qui pèse allègrement plus de 100 kilos. t'en as qui crachent littéralement du sang, leurs genoux s'entrechoquent. L'effondrement total semble inévitable. Sauf que là, sous ce bateau, sous les vagues froides, ils prennent une décision complètement irrationnelle. Ils décident de sourire. C'est ça. Et l'instant d'après, ils se mettent à chanter en chœur la bande originale du film Platoon. Et les instructeurs, y compris cette montagne de muscles qu'ils appellent le gorille, qui était censé savourer leur destruction, ils restent figés, totalement stupéfaits sur la plage. Et ça, c'est l'illustration parfaite du concept le plus fascinant de cette étape, ce fameux truc qu'ils appellent « enlever des âmes » ou « taking souls ». C'est brillant comme concept. Quand cet équipage commence à chanter au lieu de supplier, la dynamique bascule d'un coup. On n'est plus dans la résistance physique, là. Non, on rentre de plein pied dans la guerre psychologique. Sur le plan purement biologique, la douleur intense, le froid, la fatigue, ça déclenche une libération massive de cortisol. Le cerveau y pose qu'une seule question. Pourquoi je suis en train de subir ça? Et si t'as pas une réponse inébranlable, ton corps s'éteint. De lui-même. Mais en forçant un sourire et en chantant, ces hommes trompent leur propre système nerveux. Ils forcent la libération d'endorphines qui viennent contre le cortisol. Mais l'impact le plus fou, c'est ce que ça fait dans la tête de l'instructeur en face. C'est dévastateur. L'oppresseur, son modèle cognitif, il est très simple. J'applique une pression extrême, donc j'obtiens une soumission physique. Logique. Mais en affichant de la joie au moment précis où on s'attend à les voir pleurer, l'équipage crée une dissonance cognitive majeure chez l'instructeur. Un bug dans la matrice, quoi. Totalement. Son cerveau n'arrive pas à traiter cette anomalie. La certitude de sa propre supériorité s'effrite. Et c'est comme ça qu'on prend l'âme de son adversaire. En aspirant son énergie. En se nourrissant de sa stupéfaction pour alimenter sa propre résilience. Ouais, alors attends. Le mécanisme de la dissonance cognitive, il est fascinant. Mais il faut qu'on pousse la réflexion 2 secondes. Vas-y. Chercher délibérément à briser l'autre, à s'infiltrer dans la psyché de celui qui représente l'autorité pour le déstabiliser. Est-ce que ça frôle pas un peu la sociopathie? Ouais, c'est une très bonne question. Si on transpose ça dans la vie de tous les jours, face à un prof exigeant, un collègue hyper compétitif ou un patron toxique, on risque pas de basculer soi-même dans une dynamique toxique de domination? C'est un écueil d'interprétation super commun. Mais le texte source est très clair là-dessus. C'est pas un jeu de pouvoir externe. Ah bon? C'est pas une volonté d'humilier l'autre. C'est un mécanisme de survie strictement interne. Ok, donc l'autre n'a pas besoin de savoir qu'on joue à ce jeu. Exactement. Le patron ou le concurrent en face, il a aucune idée de ce qui se trame. Le but, c'est pas de détruire sa carrière ou de faire preuve d'arrogance. C'est quoi le but alors? C'est d'étudier l'obstacle, de comprendre le niveau d'excellence qui est attendu, puis de surperformer avec un calme tellement absolu que l'adversité elle-même perd son pouvoir d'intimidation. C'est une victoire silencieuse en fait? C'est ça. On le crie pas sur les toits. Ça sert juste à recharger ses propres batteries émotionnelles, en se prouvant à soi-même qu'on ne peut pas être brisé. Mais du coup, le fait de devoir s'opposer en permanence, de toujours voir l'environnement extérieur comme une force à désarmer mentalement, c'est pas épuisant? Ça demande une énergie colossale? En réalité, c'est tout l'inverse. Ce qui épuise vraiment l'énergie humaine, c'est l'absence de contrôle émotionnel. C'est-à-dire? C'est laisser submerger par la panique, par la colère, par le sentiment d'injustice quand t'as un problème. Ça consomme des ressources mentales énormes. Ce jeu psychologique de l'esprit calu, c'est une armure. On s'immunise contre la pression de l'environnement extérieur. Voilà. Au lieu de subir passivement la critique, on reprend les commandes du tableau de bord de nos émotions. Ton énergie, tu la dépenses plus à résister à la douleur. Tu l'investis dans l'exécution parfaite de la tâche. Donc la vraie victoire, c'est de retrouver son libre arbitre. La vie, c'est un jeu de l'esprit avant tout. À la seconde où la douleur ou le doute dicte ta réaction, t'as perdu la partie. C'est une perspective qui donne un peu le vertige. Parce que ça implique que notre réalité physique, elle est presque intégralement soumise à la narration interne qu'on tolère dans notre esprit. C'est exactement ça.
Et l'histoire de ce jeune homme, qui part des tréfonds du confort mortifère sur ce parking d'Ecolab pour remodeler son corps et devenir capable de briser la volonté des instructeurs les plus durs du monde, ça soulève quand même une ultime interrogation. Laquelle? Si une telle reprogrammation permet de traverser 5 jours de Hell Week en chantant sous un canot pneumatique glacé, que reste-t-il à découvrir ensuite? C'est la grande question. On est obligé de se demander si les limites qu'on ressent tous au quotidien, cette fatigue lancinante, les muscles qui brûlent, cette petite voix qui nous murmure de tout arrêter, si tout ça, c'est pas de simples illusions. Des barrières imaginaires. Et si toutes ces alarmes physiques n'étaient au son qu'un vulgaire mécanisme de sécurité intégré dans notre cerveau, un gouvernail mental qui est artificiellement bridé, programmé pour se bloquer alors qu'on n'a peut-être atteint que 40% de notre véritable potentiel. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.